Le cercle RH, c'est le débat d'actu sur les lanceurs d'alerte. Un concept, je dirais même un droit pour les salariés, remis en question, contesté, malmené. Alors on se souvient de ces lanceurs d'alerte, vous vous souvenez de Edward Snowden, Julian Assange ou encore Chelsea Manning. Ça, c'est les plus célèbres, ceux qui avaient pris des documents confidentiels. Ça leur a d'ailleurs coûté cher pour certains d'entre eux. Mais on a des lanceurs d'alerte aujourd'hui dans l'entreprise qui bien soulèvent des dysfonctionnements, des difficultés. Et ça reste pour eux assez complexe finalement de lancer l'alerte. C'est le débat d'actu. Faut-il sanctuariser ce statut? Faut-il le revoir? On en parle avec Véronique Reilswit. Bonjour Véronique. Bonjour. Ravi de vous accueillir, présidente de Backbone. Merci d'être là. À vos côtés, William Tay. Ravi William, président de Le Millénaire, et Marine Balançard, directrice générale d'Ariséal, avec un article passionnant dans Les Échos sur le lien entre l'IA, la guerre cognitive et l'impact dans les entreprises. Exactement. C'est presque de la science-fiction, mais c'est Oui. la réalité que vous nous décrivez et qui est un article totalement passionnant. Juste pour resituer, 2016, Michel Sapin, Sapin 1, Sapin 2, qui crée ce statut, revu en 2022. Je me tourne vers vous parce que vous êtes un petit peu notre sondeur sur ce plateau, c'est celle qui prenait un peu la température et le pouls. Est-ce que le concept de lanceur d'alerte est entré dans les mœurs ou pas? Moi, j'ai pas le sentiment. Non. D'abord, lanceur d'alerte, vous avez cité des exemples qui sont loin des gens. Enfin, on n'a pas l'impression que nous sommes une personnalité aussi forte que celle qu'on connaît. Il y a aussi la syndicaliste qui avait été de Areva, qui en a fait un film. Et donc, en fait, ça semble assez loin du quotidien. Autre chose, c'est que les Français sont pas du tout au courant. Quand je faisais des recherches pour préparer l'émission, je me suis dit, tiens, est-ce que c'est un sujet qui est abordé, même sur des forums ou des lieux plus spécifiquement réservés au RH, à l'entreprise? C'est pas tellement connu, voire pas connu. Il y a un petit sujet sémantique qui est, quand on parle de signalement, les uns les autres se disent, bon, j'ai pas l'impression d'être lanceur d'alerte et il y a quelque chose d'intéressant. Quand on parle de dénonciation, ça devient autre chose. Et puis après, il y a des sujets sur lesquels les Français se voient pas comme lanceurs d'alerte, mais considèrent qu'ils ont quelque chose à faire, qui sont entre autres le harcèlement. Et les signalements pour harcèlement moral ou sexuel. Après, quand c'est dénoncer les comportements d'entreprise, des sujets de corruption et des sujets un peu plus larges, là... L'affaire UBS et d'autres. Voilà, là, c'est plus compliqué. Et surtout, en fait, ce qui revient tout de suite après, pas pour les signalements de harcèlement, mais pour ces signalements-là, c'est bien les risques que vous prenez, le fait que vous allez être licencié et qu'en fait vous allez à l'encontre de l'entreprise. Et j'ai même trouvé sur certains forums des gens qui témoignent du fait que c'est même pas l'entreprise, c'est les collègues qui vous disent mais t'es en train de tuer la boîte, qu'est-ce que tu fais? Donc c'est compliqué. Un texte de loi, ça donne un cadre protecteur, mais on change pas les mentalités comme ça. Je précise une affaire qui n'a été jamais reprise dans les médias sur l'affaire du canard enchaîné, où un journaliste a dénoncé en fait un fait de dysfonctionnement équivalent au fait Fillon, et ce salarié a connu de grandes difficultés de la part de ses collègues qui l'ont mis au banc, le considérant comme un traître absolu à la cause. Ce concept de lanceur d'alerte, je le disais, c'est la loi Sapin, mais qui est renforcé par la loi Wasserman, il faut le préciser, et cette loi, elle est intéressante, c'est pour prolonger ce que dit Véronique, c'est qu'il est possible aujourd'hui à un lanceur d'alerte de ne pas en parler à son dirigeant ou à son manager. Mais ça, c'est intéressant, il peut aller directement voir le défenseur des droits, ce qui fait qu'il est protégé dans un premier temps, puisqu'un jour ou l'autre, ça retombe quand même sur l'entreprise, au moins au début. Oui. Comment vous le regardez, vous, ce concept-là ? C'est très intéressant, parce que moi, j'étais dans un établissement bancaire et j'ai été amenée à être lanceur d'alerte sans le savoir. Parce qu'en général, quand quelque chose vous tombe dans les mains... vous n'avez pas cherché à débusquer quelque chose. Pour la plupart des lanceurs d'alerte, ils voient quelque chose qu'ils n'auraient peut-être pas dû voir. Et donc là, il y a un conflit qui commence avec sa conscience, d'abord, ses propres valeurs, et puis un conflit de loyauté vis-à-vis de l'entreprise et de ses collègues. C'est qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je dois dire, et à qui. Est-ce que j'en parle ? Et à qui ? Oui. Et la première personne qui peut être impliquée dans cette chose que vous n'auriez pas dû voir, c'est votre N+1 ou N+2. Et donc, vous ne pouvez pas aller leur dire à eux, puisqu'ils sont potentiellement, vous ne le savez pas, impliqués. Et donc, le fait de pouvoir le dire à l'extérieur, c'est déjà une sécurité pour le salarié, puisque souvent, ça concerne des salariés. Oui. Néanmoins, le coût psychologique de dénoncer quelque chose est immense. Donc, il y a eu des études qui montrent que les lanceurs d'alerte sont psychiquement atteints, sont victimes de stress post-traumatique, la pression ne dorment plus et sont discrédités
par leurs collègues, Ah oui. parce qu'il y a une trahison de la confiance, de Ou l'affection licencié très sociétatiste. rapidement. Licencier, ça se voit beaucoup, mais en tout cas placardiser très vite ou éviter, c'est-à-dire qu'il y a un silence qui s'installe autour du salarié, et c'est pour ça que la loi Wasserman était très intéressante, c'est-à-dire qu'il y a aussi un espèce de soutien qui est censé être mis en place pour le lanceur d'alerte. Dans les faits, c'est complètement insuffisant, et si on veut lancer l'alerte, il faut vraiment réfléchir. Ça n'est pas que moral, c'est économique, parce que vous risquez de perdre votre boulot, et c'est psychologique. Le coût, et c'est pas sur 1 an, c'est sur 10 ans, 13 ans, comme pour le Mediator et Irène Frachon. Et ça, c'est une héroïne, pour qui ça s'est bien Ça s'est bien terminé. Moi, j'ai Mais croisé pour tous les autres, la lanceuse d'UBS qui s'est retrouvée dans la précarité absolue, Bah, qui bien n'a sûr. jamais pu retrouver un emploi. D'ailleurs, je ne sais mais pas ce c'est qu'elle fait impossible. aujourd'hui. C'est une trahison vis-à-vis du système, de l'entreprise, de ses collègues. Mais vous en pensez quoi, William Tess? Ce concept doit être, je le redis un petit peu en introduction, est-ce qu'on le sanctuarise, malgré le fait qu'aujourd'hui les Français ne connaissent pas trop le concept, qu'elle génère quand même des incertitudes professionnelles, psychologiques? Est-ce que c'est un concept ou un outil utile, ou est-ce qu'en fait il ne sert pas à grand-chose? Excusez-moi, je suis un peu abrupte, parce qu'il existe, et j'ai le sentiment aujourd'hui que les risques sont tellement importants que les gens lèvent le pied et se disent « je ne vais pas m'engager dans cette procédure ». Moi, je pense qu'il faut être cohérent. Ça veut dire que lorsque vous mettez en place ce système, ça veut dire que vous dites on permet à des personnes de dire ou de dénoncer un fait, mais qu'en conséquence, il faut le protéger. Or, je pense que la société, notamment occidentale, n'a pas permis en fait de développer ce concept, parce que sur les grands cas de figure, Snowden, etc., lorsqu'ils ont demandé un asile, en fait, on les a pas soutenus. Donc, en fait, le message implicite que vous envoyez à la société, c'est vous allez lancer une alerte, vous allez porter la responsabilité de cette alerte pour le bienfait de l'entreprise, du collectif ou de la société, mais en retour, vous ne serez pas protégé. En tout cas, je pense que c'est le message qui est perçu. Et donc, en conséquence, vous avez un problème qui est majeur, c'est qu'en fait, on fait porter la responsabilité de la justice sur des salariés individuels. Or, en fait, c'est à peu près le problème de l'État, c'est qu'en fait, on veut tout faire, mais qu'on transfère et on délègue nos responsabilités à d'autres personnes qui n'ont pas les épaules pour pouvoir le porter. Si un État n'est pas capable de le faire, si la justice française n'est pas capable de le faire, si les contrôles fiscaux de Bercy, qui sont quand même un des services les plus développés du monde, ne sont pas en capacité de voir une malversation, une dénonciation, comment voulez-vous qu'une personne individuelle puisse porter cette charge tout seul? Parce que, donc vous sciez quand même, en expliquant ça, vous sciez même... Moi je pense qu'il faut être cohérent, parce qu'en fait, quand vous regardez, on reçoit, je ne sais pas quel était le dossier que vous avez reçu en cours, mais vous recevez un dossier. Admettons que vous recevez un dossier, déjà il faut connaître ce que c'est que les infractions dites pénales. Vous pouvez dire qu'une chose n'est pas morale, mais qu'il y a une différence entre la chose morale et la chose pénale. C'est une première distinction. Et il n'y a pas tout le monde qui a une licence de droit ou un diplôme de droit dans ce pays. Deuxième chose, ensuite après, il faut pouvoir caractériser les faits. Ensuite après, la charge de la preuve éventuellement vous incombe. Oui. Ensuite après, vous devez porter un dossier qui soit suffisant pour être crédible. Ensuite après, vous devez vivre, ce qui a été rappelé, non seulement un risque financier, un risque de carrière très profond, mais en plus, vous allez vous faire malmener socialement, parce que vous allez dire au sein du groupe que c'est vous qui avez coulé la boîte. Et même au sein de votre propre famille, vous allez dire, et vous allez rentrer chez vous, on va dire, mais pourquoi est-ce que tu as fait porter ça alors que tu coûtes la santé des enfants et des heureux, alors que tout va bien? C'est un débat philosophique. Donc c'est quasiment impossible pour quelqu'un d'y aller, hormis si vous adressez un message très fort en disant tous les lanceurs d'alerte seront protégés, seront sauvés, seront recasés, on leur trouve quelque chose. C'est ce que dit la loi Wasserman. Mais Véronique. en fait, il y a 13 types d'alertes. Dans les 13 types d'alertes, il y en a où vous allez être soutenu par vos collègues, par votre famille et potentiellement par l'État, même si ces derniers jours, on peut se poser la question. Mais en tout cas, dès qu'on est avec sur des gardes à vue, vous avez vu dans les manifestations de familles qui venaient manifester place Vendôme. Voilà, c'est autre chose. Mais on va dire que là, en fait, la difficulté, elle est qu'il y a des sujets qui ne touchent pas à l'économie de l'entreprise et où personne ne doute du fait qu'un signalement est indispensable. C'est dès qu'on touche au cœur du réacteur. Mais quand on touche à la surfacturation, des sujets de corruption. La réalité de, on va dire, santé publique qui est un peu compliquée. Frachon. Mais il y a même tout simplement des distributions un peu fallacieuses qui ont été démontrées par moment. On voit bien, aux États-Unis, dès que vous parlez des sujets de déclaration de l'entreprise qui sont fausses, il y a une loi qui est bien spécifique, qui n'est pas liée aux lanceurs d'alerte, qui est les fausses déclarations. Et vous avez qui coûte très cher à l'entreprise, et le lanceur d'alerte, il est protégé par une réalité qui est il va souvent toucher une rémunération. Exactement. Comme les repentis, en quelque sorte, de la mafia, en fait. Sauf qu'avec notre mode de fonctionnement, si vous faites ça en France, ça veut dire que vous allez être encore plus
visées, parce qu'on dit, mais en fait, tu fais ça pour l'argent. Exact. Et donc, c'est bien précisé que ça soit des informations non rémunérées. Non rémunérées. Donc, en fait, il y a un sujet qui est... C'est pour ça que je vous dis, dans les 13 alertes, on va mettre de côté tout ce qui est signalement sur les harcèlements de tout type et des comportements individuels, où là, vous allez être soutenu, en tout cas par vos collègues, par l'entreprise et par votre famille. Quand vous touchez à l'économie, vous mettez tout le monde en danger. Vous-même, vous êtes dans une situation difficile. L'État n'a pas forcément, va pas vous soutenir forcément, vous allez perdre votre emploi, et donc en réalité, est-ce qu'il faut le garder ou pas le garder ? On va dire que l'intention, comme souvent en France, elle est bonne, c'est la réalisation qui est plus douteuse, et la capacité à faire sur des sujets qui déjà ne posent aucun problème de moralité dans la société. On est tous d'accord sur le fait qu'il faut le faire, et c'est pas fait. Donc vous imaginez bien que là où c'est complexe, sachant que la notion de corruption, à une époque, je travaillais chez Dansu. Chez Dansu, il y avait un petit film qui nous passait, il fallait vérifier ce qu'était la corruption, parce que la loi Sapin les concernait particulièrement. Mais je peux vous dire que le nombre de gens qui se trompaient sur... Ça, c'est la corruption. Le code de la route de la corruption. Voilà, alors c'était très intéressant, très instructif, et c'était très intelligent de faire ça, mais ça montre bien que c'est pas si simple que ça. Est-ce que tu as eu ton code corruption ? Là, je vais le repasser. Il fallait le repasser, il fallait... Mais juste, Marine, vous nous avez mis de l'eau à la bouche, je mets les guillemets, parce que vous avez démarré une histoire assez forte qui vous incarnait, puisque vous nous dites « j'étais dans la banque », ce que l'on découvre d'ailleurs, et que j'ai été confronté à ce sujet, et puis ça s'est arrêté. Comment ça s'est terminé, ce cas aussi avec vous-même, parce qu'on se regarde aussi à un moment donné avec ça. Comme beaucoup de choses pour les, entre guillemets, lanceurs d'alerte, puisque moi j'ai juste saisi la compliance et le dossier est passé à Tracfin, puis après vous n'avez plus aucune nouvelle et on ne doit plus en parler. Donc par contre, tout le monde sait que c'est vous qui avez porté un dossier, un peu naïvement parfois, mais dans la banque... Et ça vous a été préjudiciable ? Ça n'a pas boosté ma carrière, c'est certain, et j'ai eu des commentaires, bien sûr. Et puis, je veux dire, quand vous êtes dans une salle des marchés et qui rapporte des milliards, et il y en a des opérations parfois un peu qui résultent d'erreurs ou qui sont un peu limites. Donc, ça met pas forcément en péril la vie de l'entreprise. C'est plutôt très sain d'aller dire. Là, il y a quelque chose, il faudrait que quelqu'un s'en occupe. En fait, ça devrait être une auto-gestion du système avant que ça devienne catastrophique. En fait, c'est un débat. Mais c'est pas comme ça que c'est vécu. C'est vécu comme une trahison, comme une dénonciation. Et en France, on a un problème. Tu es un traître, en fait. Mais oui, mais à la vie de cette boîte que tu es en train de trahir. Mais nous-mêmes, en tant que ça nous tombe dans les mains, puisque encore une fois, on n'est pas inspecteur, on ne cherche pas les problèmes. Vous enquêtiez pas, on a compris ça. Mais tous les lanceurs d'alerte, je pense que c'est pareil. Il se trouve qu'ils sont là au mauvais moment et qui disposent d'une information dont ils ne savent que faire. En fait. Comme l'information dévoilée par les Américains. Voilà. Et donc c'est très bien quand il y a des remontées dites anonymes en entreprise, un canal de remontée anonyme. Mais en fait, on sait que le problème, la confidentialité, à un moment du process, ne va pas être respectée, qu'on va savoir que c'est vous. Et c'est là que les problèmes commencent. Et donc, oui, pour revenir à votre question, on ne sait pas ce que deviennent les alertes. Est-ce qu'elles sont traitées chez Tracfin à l'époque? Juste ce petit chiffre que nous a préparé Nicolas Juchat, c'est intéressant parce que cette émission, elle est liée aussi au rapport du Défenseur des droits, pour le resituer, parce que je ne l'avais pas dit dans l'introduction. Et le Défenseur des droits donnait le nombre de dossiers qui ont explosé, qui ont été multipliés, parce que, évidemment, il y a une liste de 13 secteurs de saisine possibles. 77%, c'est la proportion de saisine concernant le milieu du travail. Donc on est au cœur du sujet. 50% dans le secteur privé et 27% dans le secteur public en 2024-2025. Donc, qui sont des chiffres émanant du rapport de la protection des lanceurs d'alerte en France, Défenseur des droits. Et dernier chiffre, pour ne pas vous inonder, le 28 mai dernier, ils présentaient leur rapport. Et on passe donc entre 2021 et 2025 de 89 cas à 929 cas. Dans lequel on peut y retrouver, et c'est là où je me tourne vers vous, des sujets où on se dit, est-ce que c'est vraiment bien un sujet de lanceur d'alerte, qui sont des sujets de harcèlement, qui sont des sujets qui peuvent être traités, je dirais, à l'intérieur de l'entreprise, mais que le collaborateur fait sortir à l'extérieur. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans le dévoiement, ou le dévoiement du concept, là ? Après, de lanceur d'alerte, non, parce que dans l'absolu, c'est quelqu'un qui lance une alerte et qui attire l'attention de chacun. Après, on voit bien que ce sujet-là, comme il est accepté par la société et que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut le dénoncer, alors quand il passe par l'extérieur, c'est souvent que ça doit être le N+1 ou le N+2, que c'est un peu compliqué à dire. Ou dans les médias, parfois. Beaucoup dans les médias, mais oui, beaucoup. C'est le relais. Donc, bon, on ne peut pas dire que ça dévoile le fait d'être lanceur d'alerte, mais en tout cas, ça n'aide pas à éclairer l'autre partie, qui est une partie d'ombre, où on voit bien que c'est
Voilà, si vous prenez le devoir de vigilance, par exemple, c'est très compliqué. Est-ce que c'est devoir d'alerte ? Enfin, le devoir de vigilance, est-ce que c'est un lanceur d'alerte ? Est-ce que c'est juste faire respecter quelque chose qui est assez complexe ? Voilà, c'est les syndicats souvent qui doivent c'est ce que je voulais être vigilants. Donc, les syndicats sont très souvent alertés ou contactés, peut-être en dehors du secteur bancaire, parce que la personne que j'avais croisée n'avait pas alerté les syndicats hors bancaire, mais pour le reste, climat... la preuve, ce que je vous disais, la syndicaliste d'Areva. Je pense à Denis Robert qui me traverse l'esprit, et vous vous rappelez, c'est vieux, mais ça avait suscité un vif débat, et notamment une commission d'enquête parlementaire sur le dossier Clearstream, dans lequel il se serait trompé, on aurait introduit des noms. Il était d'abord lanceur d'alerte, puis a été dévoré, déchiqueté par les médias, par la classe politique. On le dévoie, ce concept. Est-ce qu'on ne devrait pas réduire le nombre de thèmes de saisine pour peut-être le concentrer sur les sujets lourds, de cœur de réacteur ? Je pense qu'il faut délimiter ce qu'on veut, en fait. C'est dans quoi on veut faire en sorte que l'État ne puisse pas avoir, ou en tout cas la justice ne puisse pas avoir d'éléments et qu'ils ont besoin d'avoir des lanceurs d'alerte pour pouvoir en fait avoir des remontées d'informations. C'est-à-dire qu'il faut délimiter les sujets auxquels c'est utile et les sujets où c'est inutile. Moi, je pense que sur des dossiers financiers lourds, etc., éventuellement, ce serait utile, mais que ça va être très compliqué à mettre en place. Mais voilà, donc ça va être assez compliqué. Normalement, c'est le rôle de Bercy ou c'est le rôle des services financiers de pouvoir Vous regarder. vous dites c'est trop gros, c'est trop lourd pour un seul homme que de porter sur ses épaules. Donc moi, j'éliminerais les extrêmes. En fait, j'éliminerais les gros dossiers et les plus petits pour une simple et bonne raison. Qu'en fait, c'est que vous avez des risques que le concept soit dévoyé à des fins de vengeance personnelle. C'est ça le risque, en fait, volontiers. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des personnes pour des problèmes au sein d'une boîte ou des problèmes avec un de leurs collègues. Clairement. Voilà, et donc vous avez... qui sont leviers sur le lanceur d'alerte. Pour en fait l'utiliser. Ou qui se posent en lanceur d'alerte. Et moi, je pense que le principal sujet, c'est pas celui-ci. C'est que pour pouvoir que ça marche culturellement, pour qu'un lanceur d'alerte fonctionne, pour que le système soit bien mis en place, il faut que culturellement, celui qui devienne lanceur d'alerte deviennent implicitement un héros dans la société ou au sein de la boîte. Et tant que vous ne changez pas le paradigme, tant que vous changez pas le paradigme, sur les sujets de harcèlement, sauf sur le harcèlement, c'est vrai. Harcèlement. Mais si vous faites pas ça, si vous changez pas le paradigme et si culturellement le lanceur d'alerte ne devient pas un héros, inévitablement il n'y aura pas de lanceur d'alerte, il n'y aura pas de lanceur d'alerte sur les sujets importants, et en fait, vous ne serez pas valorisé, parce que s'il devient héros, si ça devient un comportement dit à une sorte de bienfait au sein de la boîte, non seulement vous êtes soutenu par des collègues, vous serez soutenu dans le milieu parce que vous étiez la personne qui a effectué le courage, mais tant qu'il n'y a pas ça, moi je pense que ça marchera. Et donc, inévitablement, je pense que c'était une bonne idée pour terminer, mais que ça ne marchera pas. Marine, d'accord, pas d'accord, je vous ai vu dire non. Le défenseur des droits, dans son rapport, dit quand même qu'on a augmenté le nombre de licenciements abusifs, c'est-à-dire on repère quelqu'un qui lance l'alerte en interne où il le sort, très rapidement il est convoqué et on le met à pied. Ensuite, ils géreront au prud'homme, dit le défenseur des droits, l'indemnisation du salarié. Mais il n'y a pas de sanctuarisation d'un statut comme un élu protégé qui serait un élu syndical qui bénéficie de droits particuliers en cas de licenciement. Il n'a pas de protection particulière. Il est censé avoir une protection, il ne peut pas être licencié, mais en fait... Dans les faits, dans les faits, au mieux, on est placardisé. Ça, c'est la version 12 du licenciement. Puis, on démissionne. Mais en tout cas, pour les collègues, en fait, il y a un problème de confiance dans le lanceur d'alerte. Parce que lui-même, il peut se tromper. Il peut de bonne foi se tromper ou être trompé. Donc on sujet lancé par William Tay, des sujets très complexes. Le comportement des collègues, c'est souvent le silence et une forme d'ostracisation parce que ça devient un peu radioactif. Et pourtant, dans la vie de l'entreprise... Donc le salarié devient le mouton noir d'un service en disant on n'approche pas. Il devient radioactif, voilà. Et donc l'ensemble des dispositions qui sont mises à sa disposition, justement, me semble complètement insuffisante, même si maintenant on parle d'une maison des lanceurs d'alerte. Mais le fait de rompre la confiance et cette espèce de consensus ou l'affectio societatis au sein d'une entreprise, ça, on le pardonne rarement à un salarié. Et d'ailleurs, il a un devoir de loyauté vis-à-vis de son entreprise. Donc lui-même, il est complètement clivé. D'ailleurs, même s'il n'est pas licencié, souvent, il démissionne par la pression, en fait, le corps l'évacue, en fait. On évacue le lanceur d'alerte. C'est pas simple d'aller au boulot tous les jours lorsque vous n'avez plus d'amis et lorsque plus personne vous parle. Donc ça, c'est compliqué. Exactement. Non, le seul moyen, c'est soit de changer de paradigme de société, mais je pense que ça n'arrivera pas en France pour des raisons historiques, soit vous externalisez les demandes et vous les faites de manière anonyme, en fait. C'est-à-dire que vous comme ça se fait pour une enquête dans l'entreprise, on donne à un cabinet, en fait, quoi. Non, mais c'est comme si vous étiez élu, vous faites un article 40, et sauf que au lieu que ce soit visible, exact. Et ben en fait, le procureur, le défenseur des droits, en l'occurrence,
reçoit directement la plainte ou reçoit directement Ce qui est déjà le cas, hein. Il peut aller Ouais. chez le défenseur des droits. Oui, mais mais là où bien ma raison, c'est qu'il faut quand même mettre un cas, c'est-à-dire les affaires très Les compliquées. deux extrêmes. Voilà, les deux extrêmes, parce que Les petites affaires ou les ouais, énormes dossiers. sous condition de l'anonymat, une petite affaire qui est en fait une vengeance, Oui. ça va Mais pas le faire. l'anonymat n'est jamais respecté. Il y a toujours un moment dans Ça les fuite. réunions Mais RH, dans les évidemment. réunions avec la De toute direction, façon, le nom on sort. voit bien Non, mais d'où c'est elle Voilà. est ça, je pense qu'il faut Ce n'est jeter en jamais pâture. anonyme. Moi, je pense pas qu'il faut que ce soit à l'intérieur, il faut que ce soit transféré directement Oui, soit à mais la même- justice, soit mais même- soit Mais une c'est personne à la extérieure. justice. Il y a un moment où l'information en interne Ouais. est Elle- comment est-ce que ce sujet-là. Comment est arrivé là? Le fameux truc chez Grumman où c'était un sujet de surfacturation, la personne, in fine, comme c'est aux États-Unis, il a gagné beaucoup d'argent, mais est-ce que l'argent suffit à réparer des douleurs? Oui, bien Je sûr. ne sais pas, c'est Et un en autre France, on ne sujet. gagne pas d'argent. Mais ce qui était très compliqué, c'est que c'était lui qui avait cette info. Il n'y a que lui qui l'avait. Mais- Donc en fait. Automatiquement, il est démasqué. il y a- Merci à vous. Je suis désolé, on a débordé. Vous voyez, le débat vous passionne. Beaucoup, quand même. Non, mais la question de la monétisation et du dossier des repentis, c'est-à-dire l'accompagnement social du lanceur. Merci à vous, mesdames, de nous avoir éclairé. C'est un débat passionnant. Au-delà des enjeux économiques, c'est un débat philosophique. Merci Véronique Reissout, Backbone. Merci Marine Balançard, DG d'Ariséal. Cet article à lire dans les Échos. Et merci à William Tay, le think tank, le millénaire. Merci à vous, merci à Nicolas Juchat, à toute l'équipe. Charles à la réalisation, Paul au son. Merci à Léa, merci à vous. Bye bye.